Nous allons parler des différentes faces de l'IA éthique autour du monde, principalement quels sont les gaps entre les différents principes qui ont été relayés par plusieurs entreprises, gouvernements et leur implémentation effective. OK. Donc, euh, je suis actuellement en fait développeur principal chez InnovoBot Lab. Et InnovoBot Lab, qu'est-ce qu'on fait? On, basiquement, c'est une fabrique euh, d'innovation où on résout des problèmes pressants concernant, par exemple, l'intelligence artificielle, concernant la robotique, concernant les systèmes haptiques, concernant les problèmes climatiques. Et on propose des solutions dans ces domaines-là et on fournit également des investissements pour des startups émergentes dans ces domaines-là. Donc, à côté de ça, je suis également cofondateur chez Sequoia AI. Donc, Sequoia AI, c'est une startup du Mila euh, qui offre des solutions responsible AI, des solutions responsables, permettant d'auditer et contrôler l'utilisation des données personnelles durant tout le cycle de vie des applications IA suivant les principes éthiques. Donc, on le fait dans le but de pouvoir anticiper les risques éthiques et bien sûr de prévenir les conséquences liées à ces risques-là. Donc, du point de vue de l'académie, j'ai fait un doctorat à l'Université de Sherbrooke et j'ai fait un autre doctorat à l'Institut Polytechnique de Paris. J'ai fait un postdoc à l'École Polytechnique de Montréal, travaillant avec le professeur Foutsekom. Et actuellement, je suis chargé de cours à Polytechnique Montréal. Donc, concernant aujourd'hui le plan de match, donc on va passer en revue le paysage de l'IA. Ce qu'on va voir, c'est qu'est-ce que, qu'est-ce qui est actuellement fait côté IA, quel est le marché, euh, quelles sont les différentes approches IA, quelles sont les limitations, quelles sont les limites de ces modèles IA-là. Et on va regarder de façon globale quel est le problème euh, par rapport à l'application des principes éthiques, n'est-ce pas, de façon concrète. Euh, et on va regarder de façon globale quels sont les principes et les implémentations dans le monde. Ensuite, on va analyser le gap, OK, et on va proposer des solutions et on va présenter qu'est-ce que de notre côté, nous, comment est-ce que nous contribuons de notre côté. OK? Donc, de façon globale, selon Gartner, le marché de l'IA va atteindre 134,8 milliards en 2025. Et selon l'OECD, donc l'OECD, c'est une grande association intergouvernementale qui résout des problèmes sociétaux, y compris les problèmes liés à l'éthique de l'IA. OK? Donc, cet grand organisme-là a récemment publié que depuis janvier 2024, on a eu environ 9181 incidents en intelligence artificielle, donc juste en très peu de temps. Donc, donc de façon globale, comment est-ce que ces incidents liés à l'intelligence artificielle sont distribués? Donc, quand je parle d'incidents ici, donc je parle, par exemple, vous avez entendu parler des deepfakes, donc des usurpations d'identité, par exemple des biais liés à l'intelligence artificielle qui fait que on se retrouve avec des modèles qui qui donnent de fausses informations, ok, et qui également discriminent des individus. Donc on se retrouve avec un modèle, par exemple, qui va euh, donner plus de résultats pour un type de sexe, un type de personne, par exemple des personnes masculines, et va donner moins de résultats pour des personnes du genre féminin. OK? Donc, de façon globale, selon l'OECD, donc, le nombre d'incidents a fortement augmenté, précisément depuis mars 2023.
Mais sinon, initialement, ces incidents ont débuté en 2017. Donc, on voit qu'il y a une forte distribution d'incidents IA aux États-Unis, ensuite suivi par le Royaume-Uni, puis l'Australie, le Canada également. OK? Donc, lorsqu'on regarde de façon globale, on se rend compte que la majorité de ces incidents-là ou de ces dommages sont répartis selon la race. Donc, on se rend compte que on a une forte majorité de ces incidents qui sont dus à la race. Donc, on a également dû au sexe. Donc, il y a une inégalité au niveau du sexe. Donc, par exemple, beaucoup plus de modèles prédisent bien quand c'est du genre masculin et moins quand c'est du genre féminin. On a également d'autres problèmes au niveau de la religion. Donc, il y a du racisme niveau religion euh, causé par ces modèles-là. On a également euh, un autre problème qui est lié au niveau du statut d'immigration. Donc, certains modèles se comportent mal, donnent de mauvais résultats concernant le statut d'immigrant du genre peut-être latino, du genre mexicain ou du genre africain, etc. OK? Donc, on va continuer avec le paysage de l'intelligence artificielle. Donc, on remarque également que selon le Artificial Intelligence Incident Database ou AIID, que l'évolution des modèles ont accru, OK, avec la forte croissance, par exemple, de ce qu'on a entendu dans les médias. On a entendu parler de ChatGPT, des applications de ChatGPT qui sont vraiment fantastiques, les prochains modèles qui arriveront. Donc, on a une forte tendance d'usage de modèles et les modèles qui sont principalement utilisés de plus en plus au fil des années sont des modèles liés à la génération du texte. Donc, un peu comme on pose des questions à un chatbot comme ChatGPT et ChatGPT nous retourne des réponses. Donc, on a une forte distribution de ce genre de modèle euh, dans le marché et on a également une forte distribution de la classification du texte. OK? Donc, notamment en utilisant des modèles comme ChatGPT et en utilisant des modèles custom qui ne sont pas forcément pré-trainés. OK? Donc, de façon globale, on se rend compte que de plus en plus, dans le monde, les gens utilisent beaucoup plus des transformateurs. Donc, un exemple de transformateur, on a GPT-3, GPT-4, etc. Et en second plan, on constate qu'il y a un fort usage de l'apprentissage distributionnel, donc en utilisant des modèles de probabilité, par exemple la loi gaussienne, par exemple la loi Poisson, etc. Et on a une forte distribution dans la modélisation du langage. Ok. Et puis, dans le paysage de l'IA, on se rend compte que il y a beaucoup de défauts techniques, n'est-ce pas, liés à l'IA. Euh, donc, il y a déjà des défauts qui sont intrinsèques, n'est-ce pas, à l'intelligence artificielle. Donc, l'un de ces défauts intrinsèques-là, c'est que on sait que lorsque le modèle est entraîné, on a une boîte noire. OK? Donc, on n'est pas capable de façon explicite d'expliquer ce que le modèle a fait. OK? Donc, par exemple, dans le contexte du deep learning, lorsqu'on va apprendre un modèle, on va juste avoir un output. Ok. On n'est pas capable de précisément retracer, expliquer de façon transparente comment est-ce que ce modèle-là a traité l'information, ok, et quelles sont les différentes connexions lors de l'inférence de ces résultats-là. Donc, on a également d'autres problèmes de façon générale qui sont les accès. OK? Par exemple, des modèles, lorsqu'ils sont mal entraînés, on peut extraire certaines informations sensibles dans ces modèles-là. OK? Donc, par exemple, en entraînant un modèle similaire avec les résultats de l'autre modèle pour copier complètement le modèle initial,
ou par exemple en injectant des informations dans l'entrée de ces modèles-là afin de pouvoir révéler des informations ou de pouvoir fausser les prédictions. OK? Donc, ça, ce sont de façon globale les différents problèmes techniques qu'on a avec les modèles basés sur l'intelligence artificielle. Et il y a donc eu beaucoup de mouvements dans le monde. Donc, en termes au niveau gouvernemental, au niveau local, avec les entreprises, avec les associations, et chacun de leur côté, donc les gouvernements de leur côté, ils ont prescrit plusieurs principes éthiques. OK? Donc, par exemple, en termes de transparence, on va faire ceci, cela. Donc, par exemple, en termes de transparence, on doit s'assurer que les modèles IA sont explicables de bout en bout. En termes de confidentialité, par exemple, la source de données doit être anonymisée avant de passer au modèle. Donc, plusieurs gouvernements ont prescrit des principes haut niveau euh, qui doivent être suivis de façon globale pour toutes les entreprises ou tous les individus qui utilisent l'intelligence artificielle. Donc, d'un autre côté, on a eu des principes qui ont aussi été fournis par des organisations internationales ou intergouvernementales un peu comme OECD. On a eu également des principes qui ont été fournis par des entreprises, un peu comme Google, Facebook, Twitter, et d'autres principes qui ont été publiés par des associations privées ou publiques. OK? Donc, on se retrouve avec beaucoup de principes de part et d'autre, OK, et qui sont très haut niveau et qui sont aussi très larges d'un point de vue de la perception, parce que lorsqu'on dit transparence, OK, c'est bien beau de dire transparence, mais il y a une complexité dans comment est-ce que cette transparence-là peut être implémentée. OK? Donc, qu'est-ce qui se passe donc? C'est que soit parmi ces principes, on a des principes qui sont très génériques, OK? Donc, qui essaient de capturer au maximum euh, les différentes pratiques ou les différentes utilisations de l'IA dans les pays, OK, qui sont concernés, n'est-ce pas, par ces principes-là. Et on a des principes aussi qui sont très spécifiques, OK, qui se focalisent précisément sur les facteurs liés à ce pays-là. Donc, ça peut être des facteurs en termes d'infrastructure, ça peut être des facteurs technologiques ou de gestion, OK? Donc, quelle est la conséquence de ça? C'est que lorsque on veut passer de la phase de principe à la phase concrète, pratique, donc l'implémenter d'un point de vue stratégique, l'implémenter d'un point de vue technique, il y a donc d'énormes gaps. OK? Donc, le gap, premièrement, on voit que c'est causé par le fait qu'il y a beaucoup d'abstractions au niveau des principes. Et le second point, c'est qu'il y a eu plusieurs guidelines, donc il y a eu plusieurs documentations, il y a eu plusieurs standards, drafts de standards qui ont été euh, mis sur le marché pour pouvoir essayer d'étayer, d'expliquer mieux comment implémenter ces différents principes-là. Donc, et ce qu'on se rend compte, c'est que lorsqu'on prend les documents qui ont été publiés, on lit, on se rend compte que ça reste toujours assez abstrait. OK? On se rend compte que ça dit transparence, ça va parler de transparence de très haut niveau, au niveau de l'entreprise, par exemple, transparence au niveau des modèles, mais sans pour autant entrer dans les détails pour dire explicitement, si j'ai ce modèle-là, la transparence, je vais faire comme ceci. Et donc, je vais élaborer de façon étape par étape ce qu'il faut faire pour pouvoir appliquer la transparence peut-être dans un système IA. Donc, ce qui fait donc que tous ces documents proposés pour pouvoir guider la pratique de l'éthique sont non exploitables directement.
OK? Donc, on ne peut pas les exploiter directement. Donc, il y a un travail additionnel qu'il faut fournir pour pouvoir extraire les informations dont on a effectivement besoin et les appliquer dans le business, dans les affaires ou les appliquer dans le processus de développement des systèmes basés sur l'intelligence artificielle. Donc, ce qu'on a fait, c'est que premièrement, on va d'abord voir de façon globale dans le monde quelle est la distribution de ces principes éthiques-là. OK? L'idée, c'est d'avoir de haut niveau quels sont les principes qui sont beaucoup plus mis en valeur dans certaines régions que d'autres et de voir de façon globale dans le monde quels sont les principes dont tous les pays euh, se joignent. Donc, des principes qui sont communs à tous les pays dans le monde. OK? Donc, on a fait donc une analyse sur des centaines de principes éthiques provenant de plusieurs documents qui ont été navigués à travers Internet et provenant de 29 pays différents dans les 6 continents. Et qu'est-ce qu'on se rend compte? C'est que les principes qui étaient les plus cités par tout le monde, c'était la transparence, ok, qui était suivie par la confidentialité, la fiabilité, la sécurité, la sûreté. OK? Donc, le principe qui était le plus présent dans tout le monde entier, c'était beaucoup plus la transparence. OK? Donc, l'ordre ici des différents principes sont cités par ordre de nombre de principes apparaissant dans tous les documents qu'on a eus comme échantillon dans le monde. OK? Donc, à quoi va nous servir cette analyse? On va le voir dans la suite. Donc, de façon globale, on a vu également qu'il y a plusieurs tentatives d'implémentation ou sinon déjà des implémentations en place dans le monde. Et ces implémentations-là ont commencé depuis 2017 par le Canada. Donc, le Canada avait élaboré une stratégie panafricaine de l'intelligence artificielle en collaboration avec le Centre de recherche sur l'IA à Edmonton, à Alberta, et avec le MILA, le Centre de recherche québécois de l'intelligence artificielle, et le Vector Institute, qui est le centre de recherche à Toronto. Donc, le Canada était le premier précurseur ou le premier pays à élaborer une stratégie. OK? Et ensuite, on a eu euh, un autre exécutif qui a été publié par les États-Unis qui avait pour but d'élaborer une stratégie permettant de définir déjà les principes suivis par les États-Unis et montrer de façon simple et de très haut niveau quel est l'impact si ces principes-là ne sont pas actuellement mis en œuvre. OK? Et ensuite, on a eu d'autres différentes publications du gouvernement, par exemple, en 2019, où il y a eu une publication qui donnait des informations concernant les directives pour la prise de décision automatisée en utilisant de l'IA. Donc, lorsqu'on regarde ces documents, ça explique à travers, premièrement, ça fournit un algorithmic impact assessment, donc un système d'évaluation d'impact lié à l'IA, donc qui permet de voir quelles sont les données qu'on utilise. Est-ce que ces données sont de qualité? OK? Euh, Est-ce que ces données proviennent de sources fiables? Quels sont les modèles qu'on va utiliser? Est-ce que ces modèles-là respectent un certain nombre minimal de règles de confiance? Donc, par exemple, en termes de sécurité, est-ce que, on s'assure que le modèle est robuste, est assez robuste pour qu'on n'ait pas de fuite d'informations? Est-ce qu'on s'assure que lorsqu'on passe les données à un modèle, est-ce que ces informations qu'on a passées au modèle vont rester confidentielles?
Donc, il y avait un ensemble d'informations au haut niveau d'un point de vue premièrement tactique et ensuite d'un point de vue technique. Donc, c'est-à-dire de la phase, n'est-ce pas, de planification, la phase de développement et la phase de déploiement. On a eu également d'autres règles et d'autres lois qui ont été publiées du côté de l'Europe, l'Union européenne, qui a publié le High Level Expert Group Ethical Guidelines for Trustworthy en 2019, qui est un document vraiment détaillé qui étayait comment implémenter les principes suivis par l'Union européenne d'un point de vue stratégique, donc c'est-à-dire dans la gestion, comment est-ce que les organismes peuvent l'implémenter dans leurs processus internes, dans leur organisation, et comment est-ce que implémenter ces principes-là dans les phases du développement applicatif. Donc, c'est-à-dire dans la phase de planification, dans la phase de développement, dans la phase de test, dans la phase de déploiement. Donc, et ensuite, après 2019, on a eu d'autres principes, on a eu d'autres publications faites par d'autres pays. Donc, en 2020, on a eu un autre ordre exécutif qui se focalisait sur l'utilisation de l'IA de façon digne de confiance. Et dans cet ordre-là, ça mettait toujours en valeur les principes éthiques et ça montrait de façon concrète comment pouvoir mettre ces principes éthiques en pratique. Mais ce qu'on se rend compte, donc, c'est que lorsqu'on lit les documents, malgré que ça essaye au maximum à pouvoir rentrer de façon pratique pour dire que dans le déploiement, il faut effectuer telle action. OK? Ça reste toujours très abstrait parce que pour une entreprise IA qui veut pouvoir réellement directement exploiter ça, donc il y a un problème. Donc, l'entreprise ne saura pas exactement quoi faire. Donc, il y a toujours le problème de fait que c'est très générique. Donc, ensuite, en 2021, on a eu un acte qui a été publié par l'Union européenne, euh, qui est l'un des premiers actes. Et cet acte-là, et qui est le premier, donc cet acte-là, ça donne des informations au niveau de la loi, OK, concernant l'implémentation de l'IA et concernant les règles à suivre pour pouvoir utiliser l'IA de façon responsable. Donc, c'est-à-dire en termes de données, qu'est-ce que les entreprises, qu'est-ce que euh, les associations, qu'est-ce que tous les parties prenantes impliquées dans l'usage de l'IA doivent suivre en termes d'implémentation pratique, c'est-à-dire durant le cycle de vie de l'intelligence artificielle, développement, déploiement et contrôle, qu'est-ce qui doit être fait? Donc, ensuite, on a eu en 2021 euh, une autre loi qui a été publiée par la Chine, ok, pour les systèmes de nouvelle génération utilisant l'intelligence artificielle. Puis au Québec, en 2021, on a eu la loi 25, ok, qui donne les règles, ok, sur l'implémentation de la protection des données. Ok. Donc, c'est une loi qui est déjà effective en ce moment, mais en 2021, donc c'était en cours. Ok. Donc, ensuite, décembre 2021, on a eu une autre loi qui a été publiée au niveau du Royaume-Uni. Puis, en décembre 2021, on a eu toujours une autre loi qui a été publiée par la Chine qui proposait des recommandations de façon step by step pour pouvoir appliquer l'IA. Donc, ça ne ciblait pas précisément l'IA, mais c'était de façon générale pour tout ce qui est système digital. Donc, basiquement, ceux qui, par exemple, ont des systèmes en ligne, ça les ciblait également et tous ceux qui ont des systèmes, notamment qui utilisent aussi qui utilisent l'intelligence artificielle, étaient également inclus dans cette loi-là. Puis, on a eu le Artificial Intelligence and Data Act du Canada,
qui est très détaillé et qui expliquait, qui fournissait également un impact assessment, donc permettant aux entreprises de s'auto-évaluer et leur niveau de maturité en utilisant l'intelligence artificielle et qu'est-ce qu'ils peuvent donc prendre comme take to action, qu'est-ce qu'ils peuvent prendre comme pratique, mise en pratique, basée sur leur auto-évaluation. On a eu plusieurs autres lois et plusieurs guidelines qui ont été proposées. Donc, on a le Bill of Material aux États-Unis, qui a été le Bill of Rights, qui a été publié en 2022, notamment par le gouvernement en place. Et ce Bill of Rights précisait de façon haut niveau les principes et juste quelques explications sur ces principes-là. Donc, on peut le trouver sur le site de la Maison-Blanche. Et on a également d'autres frameworks qui ont été publiés, notamment le framework NIST, qui est un framework très intéressant, très détaillé et qui expliquait de façon concrète durant le cycle de vie du développement ou la mise en pratique concrète lors de l'implémentation d'une IA, comment est-ce qu'on peut s'assurer que de bout en bout, durant ce cycle de vie-là, les modèles, les données et toute l'infrastructure qui est mise en place euh, soient responsables. OK? Donc, il y a eu plein de lois, il y a eu plein de guidelines, il y a eu plein de documents qui ont été mis en œuvre depuis 2017 jusqu'à nos jours. Et on a également fait une évaluation dans le monde. Dans le monde, euh, lorsqu'on regarde le niveau de maturité en termes d'intelligence artificielle par pays, donc on utilise ici le cadriciel fourni par le Oxford Insight. Donc, dans ce cadriciel, on a d'un côté, euh, au niveau du gouvernement, et au niveau du gouvernement, on vérifie est-ce que ce gouvernement a une vision, OK? On vérifie est-ce que ce gouvernement a une capacité technologique, on vérifie est-ce que ce gouvernement est capable de s'adapter. Et ensuite, il y avait une autre couche qui était le secteur technologique. On regarde pour ce pays-là, est-ce que ce pays a une capacité d'innovation? Est-ce qu'ils ont des centres de recherche en innovation? Est-ce qu'ils ont une certaine maturité technologique? OK? Est-ce qu'ils ont des ressources humaines adéquates pour pouvoir implémenter euh, efficacement l'IA? Et on regardait également en termes d'infrastructures et de données. Donc, est-ce que le pays en cours a l'infrastructure nécessaire pour stocker les données, a l'infrastructure nécessaire pour pouvoir exécuter les modèles à haute échelle? Et est-ce que le pays a la capacité de rendre ces données disponibles? OK? Donc, tous ces éléments-là ont été évalués. Et qu'est-ce qu'il en ressort? C'est que en 2020 et 2022, ce qu'il en ressort, c'est que les États-Unis ont connu une forte croissance, OK? Donc, avec un taux de croissance d'environ 2,68, donc une marge de 2,68. Donc, et ce qui nous indique que les États-Unis ont, n'est-ce pas, une grande capacité en termes d'infrastructure, une grande capacité technologique et de gestion déjà mis en place. Et lorsqu'on observait, on se rendait compte aussi que le Singapour a aussi, n'est-ce pas, cette capacité-là, mais avec une croissance beaucoup plus élevée. Et on a vu également aussi que le Canada, particulièrement, connaissait une croissance très élevée avec une marge de 4,57, environ de 4,57. Donc, et ça permettait de savoir que le Canada, s'il a une marge de 4,57 entre 2020 et 2021, cette marge-là est susceptible d'augmenter considérablement. Et ce qui était effectivement le cas. Donc, lorsqu'on regarde entre 2021 et 2022,
on va constater que, par exemple, le Canada est resté stable, pratiquement stable. Donc, on a en moins 0,34 de marche. Donc, le Canada est pratiquement resté stable. Mais par contre, on a certains pays, n'est-ce pas, qui ont chuté en termes de maturité, donc en termes d'infrastructure et technologique. Donc, on va dire que ces pays n'ont pas ne se sont pas mis à jour, en fait. Donc, parce que vous savez que les modèles IA, dépendamment de leur complexité, ça demande des ressources qui sont très, très, très volumineuses. Et si les pays ne se mettent pas à jour du point de vue infrastructure, ne se mettent pas à jour du point de vue technologique, ce qui se passe, c'est que euh, on va se rendre compte que les modèles ne peuvent pas s'exécuter efficacement sur ces infrastructures-là. OK? Donc, ce qu'on a remarqué, c'est que, par exemple, le Singapour, lui, il a connu une croissance entre 2021 et 2022. Donc, l'infrastructure, ils ont fait des mises à jour sur l'infrastructure. Ils ont amélioré leur stratégie côté gestion des données, côté gestion du digital. Et ils ont également amélioré leur infrastructure technologique pour pouvoir accueillir, n'est-ce pas, la complexité des modèles, donc être capable d'entraîner eux-mêmes leur propre modèle, être capable de pouvoir déployer efficacement ces modèles-là pour le gouvernement. OK? Par exemple, dans les processus d'immigration, par exemple, dans les processus de gestion des employés du gouvernement, par exemple, dans l'infrastructure des gouvernements. Donc, cela nous permettait d'avoir de façon haut niveau quel est le niveau de préparation des différents pays, n'est-ce pas, du point de vue technologique, du point de vue infrastructure et données et au niveau stratégique, donc au niveau de la gestion. OK? Donc, on regarde de façon globale, euh, on a pu, en fonction de ces informations, identifier quels sont les gaps. Bon, bien sûr, en regardant dans la littérature, plus d'une centaine de papiers qui ont été publiés. Donc, on a pu identifier que ce qui manquait, donc ce qui créait le gap entre les principes éthiques et leur application, donc on avait premièrement un manque d'outils, n'est-ce pas, pour certains principes éthiques. Donc, par exemple, vous vous rappelez au début de la présentation, on a beaucoup parlé, on a montré les principes dans lesquels tous les pays convergeaient, mais il y avait certains principes qui étaient critiques, mais qui n'avaient pas de documentation concrète sur comment les implémenter. Donc là, par exemple, on a un principe ici. Donc, on a la contrôlabilité. Donc, on n'a pas expliqué, par exemple, dans certains documents, OK, comment est-ce qu'on contrôle ces modèles-là de bout en bout. Parce que beaucoup ont beaucoup insisté sur la planification, sur le développement et sur le déploiement. Mais beaucoup n'ont pas insisté sur le post-déploiement. Donc, c'est-à-dire, après qu'on ait mis ces systèmes-là, n'est-ce pas, en ligne et qu'ils tournent, comment est-ce qu'on fait pour s'assurer que ces systèmes demeurent responsables? OK? Donc, il y a eu peu de documentation dans ce sens-là. OK? Il y a eu peu de documentation au niveau de la traçabilité. OK? Et au niveau de l'accountability. Donc, par exemple, euh, vous savez, lorsque un humain commet une erreur, OK, on peut le juger responsable de ses décisions et de ses actions. Mais pour un modèle intelligent, OK, est-ce qu'on peut effectivement, n'est-ce pas, le juger responsable de ses décisions et ses actions? OK? Donc, qui est une question complexe parce que vous savez que le modèle intelligent, il est capable de faire ces décisions et ces actions-là basées sur un ensemble de paramètres. Et certains de ces paramètres-là sont contrôlés par l'humain. OK? Donc, l'humain va peut-être optimiser certains paramètres, il va faire des opérations pour pouvoir améliorer la qualité de l'IA. Donc, il y a eu un problème donc, il y a eu manque d'outils qui permettaient effectivement de guider, n'est-ce pas, les entreprises sur comment effectivement mettre
certains de ces principes-là en pratique. Donc, on a également un manque de standards éthiques effectifs parce que les standards ou les tentatives de standards, les drafts qui ont été mis, lorsqu'on lit, on se rend compte qu'il manque des étapes à étapes. Donc, il manque de façon claire comment est-ce que techniquement, étape par étape, on peut mettre en place, n'est-ce pas, ces principes éthiques-là tout au cours du vie, tout au cours du cycle de vie de la solution. OK? Donc, si on regarde par exemple d'autres standards qui existent déjà en place, un peu comme les standards de sécurité, comme peut-être ISO 27001 ou etc., on voit que ces standards-là entrent vraiment dans les détails. Donc, elles sont vraiment effectives, elles aident efficacement. Ou si on regarde des standards comme NIST 853, donc lorsqu'on regarde des standards de sécurité comme ça aide effectivement, ça dit exactement ce qu'il faut faire. Donc, ça, c'est ce qui manque. Donc, il manque également, donc on a aussi constaté qu'il y a un gap, OK, entre, par exemple, lorsque beaucoup d'organismes, par exemple, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup d'organismes, n'est-ce pas, vont beaucoup parler de l'intelligence artificielle. Beaucoup d'organismes vont parler de comment résoudre, donc comment implémenter une stratégie éthique durant le cycle de vie de l'intelligence artificielle. Mais beaucoup n'insistaient pas sur les problèmes génériques. Donc, c'est-à-dire, par exemple, comment est-ce que concrètement on peut appliquer l'IA, par exemple, pour des systèmes euh, qui utilisent le AGI. Donc lorsqu'on a une IA qui va être capable d'être complètement autonome, OK? Donc, par exemple, ChatGPT, on ne sait pas, dans 5 ans, peut-être ChatGPT va complètement être autonome et on aura une super intelligence. Donc, beaucoup de documents ne mentionnaient pas comment est-ce qu'on va gérer, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'on va s'assurer que dans un contexte de super intelligence, les principes éthiques pourront être appliqués? Comment est-ce qu'on va être capable de contrôler ces systèmes-là lorsque ils seront sur le marché? On a également un manque de cours, OK? Il manque beaucoup de cours sur l'apprentissage des pratiques éthiques. Donc, il manque encore beaucoup de cours. Il y a certaines universités qui ont commencé à faire des cours pour former les étudiants, les ingénieurs, pour former les personnels des entreprises sur les pratiques éthiques concernant l'intelligence artificielle, mais il en manque encore beaucoup. Donc, et qu'est-ce qu'on a fait? C'est que on a essayé de comprendre quelles sont les causes, n'est-ce pas, de ces gaps-là. Qu'est-ce qui cause ces gaps? Et on s'est rendu compte que l'une des premières causes, c'est qu'il y a un manque de diversité dans les groupes de travail, donc sur l'IA éthique. Donc, il y a beaucoup de groupes qui sont en cours en train de développer euh, des, des règles pour les systèmes éthiques, mais il manque une grosse diversité. Donc, en termes de compétences, OK, en termes de sexe, en termes de race. OK. Donc, et cela peut causer des biais. OK? Des biais parce que s'il y a dans un groupe de travail, il y a peut-être que des hommes et une femme, ça peut causer des biais. OK? S'il y a une balance entre les hommes et les femmes dans ces groupes de travail, ça peut améliorer. OK? Ça peut améliorer la perception et ça peut pouvoir mieux couvrir tous les cas manquants. On a également un manque de compétences parce que ce qui arrive souvent, c'est que dans les groupes de travail, il y a une certaine expertise des lois en droit, il y a une certaine expertise, n'est-ce pas, dans la gestion, etc. Il y a une expertise technique, mais il manque d'autres expertises encore. OK? Donc, il manque des expertises, il manque par exemple des psychologistes, parce que c'est important la psychologie, il manque des expertises, par exemple, en des experts techniques dans ce domaine-là. Il manque une expertise, par exemple, dans la sécurité, donc sur des gens qui sont très spécialisés dans la sécurité. Et donc, il manque plusieurs types d'expertise. Donc, on a également constaté qu'il manquait également des métriques efficaces permettant de quantifier euh, ces principes éthiques-là.
Donc, lorsqu'on parle de transparence, comment est-ce qu'on peut quantifier efficacement cette transparence-là? Comment est-ce qu'on peut mesurer la transparence? Donc, il manque des principes, des métriques. Donc, il y a déjà quelques travaux qui sont faits en cours pour pouvoir évaluer, n'est-ce pas, certains de ces principes-là. En termes de sécurité, il y a des outils qu'on utilise pour faire des tests de pénétration sur des modèles IA. En termes de transparence, il y a des outils qui sont déjà en cours pour permettre d'auditer de bout en bout les solutions IA, mais il manque encore plusieurs autres. Par exemple, il manque des outils, par exemple, pour évaluer que les modèles, pour évaluer par exemple, que les modèles ne génèrent pas beaucoup d'empreintes carbone, par exemple. Donc, il y a quelques outils qui ont été développés. Donc, c'est important, n'est-ce pas, de regarder aussi le côté peut-être sustainability, donc le côté empreinte carbone. Donc, et on a également constaté que beaucoup, à travers une évaluation avec plusieurs experts, on a constaté que beaucoup se plaignaient du coût financier, des efforts additionnels, ainsi que du coût infrastructure. OK? Donc, le coût financier vient du fait que beaucoup se plaignaient du fait que dans leurs infrastructures qu'ils ont actuellement, ils ne sont pas encore capables d'atteindre un certain niveau de maturité dans l'opérationnalisation de l'intelligence artificielle. OK? Et de ce fait, ils ont beaucoup de problèmes, OK? Ils ne peuvent pas, beaucoup se plaignaient du fait que euh, ils ne peuvent pas aller se concentrer sur des problèmes éthiques, sachant que leur infrastructure de base est déjà pas mature, OK? Donc, on avait également d'autres problèmes au niveau des partenariats entre les instituts publics et privés et les centres de recherche. Donc, ce qui se passe, c'est qu'actuellement, il y a certains de ces travaux qui sont effectués, mais pour le compte de l'organisme qui finance la recherche. OK? Et souvent, ces travaux ou ces découvertes qui vont être trouvées lors de ces recherches, il y a des contraintes de propriété intellectuelle. Donc, qui fait que souvent, ça ne va pas directement dans le public pour pouvoir accélérer le développement éthique. Donc, pour pouvoir réduire ou atténuer euh, ces gaps-là, donc l'une des premières mesures, c'est la diversité et l'inclusion. Donc, c'est que tous les groupes éthiques qui interviennent dans la prise de décision concernant les lois, les règles éthiques, donc, qu'ils puissent avoir une inclusion. Donc, en termes de compétences, une inclusion en termes de sexe, en termes de race, et qu'il y ait aussi plus de partenariats avec le secteur public-privé et les universités, mais que ces travaux issus de ces recherches-là soient disponibles pour le bien commun, que ce ne soient pas des travaux qui soient privés. Et il y a également une méthodologie que nous proposons, c'est la méthodologie Ethic Ops, donc que les principes et l'application des principes éthiques soient appliqués durant tout le cycle de vie de ces solutions-là, de bout en bout. Donc, sur cette image, vous voyez d'un côté, on a des principes éthiques, OK? Et en la première couche de cette image, on a quoi? On a les guidelines, on a les standards, on a les checklists qui ont été proposés. Donc, le principe HEOPS veut que ces principes-là, on les opérationnalise de bout en bout durant le projet, durant tout le cycle de vie du projet IA. Donc, durant la phase d'initialisation, planification, exécution, contrôle et la terminaison. Et que ce cycle-là soit continu. OK? Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsque on applique le principe HEOPS, ça veut dire que lorsque on a les données, on vérifie ces données-là. Est-ce que ces données-là sont fiables? Est-ce que ces données-là, euh, par exemple, sont équitables? Est-ce que ces données-là sont consistantes, etc. Et lorsqu'on fait le pré-traitement de ces données, on évalue, est-ce qu'on a perdu de l'information? Est-ce que ces données qu'on a obtenues à l'issue du pré-traitement, est-ce que ces données-là toujours suivent ces principes éthiques-là
que l'entreprise est en train de mettre en pratique. Et on le fait durant toutes les différentes étapes du cycle de vie d'une intelligence artificielle. Donc, ce qui fait que, au fur et à mesure, on va se rendre compte que de bout en bout, dans notre système qu'on a mis en place, on a les principes éthiques, n'est-ce pas, qui sont appliqués à différents niveaux. Donc, de façon globale, quelle est la contribution que nous avons effectuée de notre côté? Donc, la première des contributions, c'est qu'on a publié certains travaux qui sont cités euh, chez NIST, qui sont cités chez l'OECD, Responsible AI Institute, le US Department of Energy. Euh, on a on est actuellement en partenariat avec Mila pour pouvoir travailler sur certaines métriques éthiques et pour pouvoir avancer l'implémentation concrète des systèmes ou des solutions pour mettre en pratique l'éthique de l'IA. Et on a sur notre site Internet un engin de recherche qui vous permet de chercher des règles en cours ou des régulations pour chaque pays. Ensuite, de notre côté, on a proposé un outil euh, qui permet de faire qui permet de faire la gestion à 360 degrés des solutions IA éthiques. Donc, par exemple, lorsque vous avez votre solution IA, vous venez utiliser notre infrastructure et qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va automatiquement générer les problèmes éthiques que votre solution IA actuellement. Et vous avez un moteur de recherche qui vous permet de sélectionner les régulations en place dans votre pays euh, que vous devez implémenter. Et on a un système de planification qui vous permet d'appliquer de façon étape à étape les différentes politiques mentionnées dans ces documents-là. On a également une autre solution qui permet de faire le contrôle à 360 degrés de votre solution IA. Donc, en termes, quels sont les incidents que présente votre solution IA? Euh, Quelles sont les données personnelles qui sont exposées? Quelles sont les attaques de sécurité, les risques de sécurité? Quelle est l'empreinte carbone générée par l'exécution de votre modèle? Et, notre outil qui est actuellement disponible sur l'OECD, donc vous propose aussi une solution à 360 degrés de la sécurité. Donc, vous propose une matrice d'atténuation des menaces de bout en bout, donc c'est-à-dire de la couche de données, de la couche logicielle, de la couche de stockage, de la couche système. Euh, et on vous donne de façon précise les risques de sécurité liés aux outils que vous êtes en train d'utiliser pour pouvoir entraîner votre modèle ou pour pouvoir déployer votre modèle. On a également d'autres solutions qui font euh, le patch donc, ou qui appliquent des micro-logiciels vous permettant de fixer les problèmes éthiques sur votre solution. Donc, euh, cette solution-là vous permet de bout en bout, lors du développement de votre solution IA, d'intégrer en toute transparence des mécanismes éthiques, OK, vous permettant d'identifier et vous permettant de résoudre automatiquement hein, les solutions éthiques. OK? Donc, cette solution s'intègre avec le mécanisme de contrôle et de livraison continue. Donc, notre solution également fournit des rapports de conformité. Donc, par exemple, lorsqu'on a identifié les problèmes éthiques sur votre solution, on vous génère un document vous disant que les données ne sont pas sécuritaires, les données ne sont pas anonymisées, votre modèle, euh, ce paramètre que vous avez utilisé pour pouvoir raffiner ou améliorer les performances de votre modèle, il n'est pas bon. OK? Donc, on vous donne des indications comme ça et on vous donne un statut. Donc, par exemple, que votre modèle est approuvé ou votre modèle est rejeté. Est-ce que vous avez des questions?